Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, notre invité est le président des Comores, Azali Assoumani. Avec lui, nous évoquerons les priorités de son mandat, le bilan de la COP22 ainsi que le contentieux au sujet de Mayotte. Le sommet Union africaine-monde arabe se poursuit en Guinée équatoriale. En marge des débats, un forum économique était consacré aux opportunités d'investissement et aux infrastructures transfrontalières. Et fin de la COP22, la conférence sur le climat au Maroc. Les négociations tournées vers la mise en œuvre de l'accord de Paris se sont achevées ce vendredi avec comme point d'orgue les attentes des pays africains. Le contentieux qui oppose les Comores à la France au sujet de Mayotte est toujours en instance. Depuis 1976, les différents gouvernements comoriens ont tenté de résoudre ce différend. Mais jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. Et Mayotte est devenue en 2011 un département français. Zahra Mohamed Mouchou et Mélina Bokassa. Mayotte, une île française ou une île comorienne. Depuis 41 ans, ce différend qui oppose les Comores à la France n'est jamais parvenu à un règlement. Les deux pays sont opposés depuis 1976 lorsqu'un référendum organisé par la France détache définitivement Mayotte des Comores. Une occupation condamnée depuis 1977 par 15 résolutions de l'Organisation des Nations Unies. À son tour, le président Azali Assoumani, élu en mai 2016, s'est emparé de la question. La France a continué à administrer Mayotte, donc nous, à chaque fois. On s'en plaignait au niveau des Nations Unies. On avait un écho favorable, mais le constat, c'est que sur le terrain, ça n'apporte pas de solution. Au contraire, parce qu'on est parti d'un territoire d'outre-mer à un département, ce qui complique encore les choses. Donc ça veut dire qu'il va falloir un dialogue pour qu'on s'entende sur une solution. En vertu du principe de l'intangibilité des frontières coloniales, l'ONU considère les Comores comme un État indépendant formé de 4 îles, la Grande Comore, Anjouan, Moélie et Mayotte. Mayotte dont le statut a évolué depuis 1976 avant de devenir en 2011 un département de la République française. Nous avons un contentieux effectivement avec la France, tout le monde connaît, c'est le problème de Mayotte. Le problème à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire les propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de leçon, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui sera composé par des autorités françaises et des autorités comoriennes pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour essayer comment les mettre en place. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, voilà ce que se passe. Je ne peux pas vous dire. Sinon, je vais mentir. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 41 ans pour trouver une solution. Mais réalisez que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 1975 ou en 1985 ou en 1995 ou en 2005, à chaque fois qu'on avance, la situation devient difficile, d'après ce qu'on constate maintenant. L'instauration en 1995 d'un visa pour les Comoriens désirant se rendre à Mayotte a remis en cause la libre circulation qui était alors de mise entre les 4 îles. Depuis l'atteinte de l'initiative Pays pauvres très endettés en décembre 2012, les Comores ont renoué avec la croissance économique, mais la crise énergétique continue de peser sur les performances macroéconomiques. La croissance n'a pas dépassé 1,1% en 2015. L'archipel reste confronté à un certain nombre de graves handicaps, notamment la faible diversification de son économie, la pénurie d'électricité, la vulnérabilité aux chocs extérieurs. 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et nous recevons sur notre plateau le président des Comores, Azali Assoumani. Bienvenue, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Monsieur le Président, nous venons de le voir, le contentieux au sujet de Mayotte est un différend irrésolu entre les Comores et la France. Comment comptez-vous traiter cette question? Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité et quand même dire que quand j'étais au chômage pendant 10 ans, vous êtes l'un des rares chaînes à m'avoir invité. Quand même, c'est une estime que je ne peux pas oublier maintenant. Je suis devenu président, donc merci beaucoup. Par rapport à votre question, effectivement, c'est une question qui doit se poser, parce que pour nous, c'est une épine dans le pied qui nous empêche d'avancer, aussi bien nous les Comores que notre partenaire la France. Mais ce qui est sûr, c'est que le droit international confère Mayotte Comores. On a essayé de créer une espèce de droit pour dire que Mayotte est français. Là, il y a un problème que tout le monde est d'accord qu'il y en a un. Et même les autorités françaises diversifiées en ont convenu qu'il y avait un problème. Maintenant, c'est à nous de trouver une solution. Moi,
sans prétention aucune, je n'ai pas innové, puisque le problème a été déposé au niveau de toutes les organisations internationales, l'ONU, l'OIA, la Ligue arabe. Effectivement, ils sont d'accord. Mais jusqu'alors, le problème n'est pas résolu. Donc moi, maintenant, je vais essayer de convaincre nos partenaires, les Français, convaincre nos frères, les Mahorais, qu'effectivement, nous avons tout à gagner à être ensemble plutôt qu'à être divisés. En fait, l'union fait la force. Donc, tous nous unis, il n'y a rien qui puisse faire en sorte que ce contentieux soit là pour nous empêcher d'avancer. Alors justement, vous parlez de convaincre les Mahorais, mais en 2009, les Mahorais ont voté pour la départementalisation. Est-ce qu'on peut aller à l'encontre de leur volonté? Écoutez, à chaque problème, il y a une solution. Moi, je pense que les Mahorais, en votant pour la départementalisation, ils étaient convaincus qu'ils ont tout à gagner en restant français. Ils ne peuvent pas nier notre fraternité. Ils ne peuvent pas nier ce qui nous unit, le sang, la religion et tout. Mais ils étaient convaincus qu'ils avaient tout à gagner en étant français. Mais si nous et les Français, convaincus que notre intérêt c'est d'être commun, on arrive à les convaincre qu'ils ont tout à gagner, qu'on soit ensemble, mais les Mahorais, c'est des gens que je respecte beaucoup, ils sont très intelligents. Vous savez, dans la vie, on passe, mais il y a des héritages qu'il faut léguer aux générations à venir. C'est à cela qu'il faut penser maintenant. Par exemple, nous maintenant, oui, moi je suis président, mais mon fils, mon petit-fils seront quoi? C'est pourquoi mes frères Mahorais, que je respecte beaucoup, je les comprends, même si je ne le justifie pas, qu'ils aient fait ça, parce qu'effectivement, ils étaient... bon, je ne vais pas aller dans profondeur, mais je pense qu'ils vont réfléchir aux générations à venir, que nous, tous nous unis, et que nous n'avons pas aucune raison de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas pour voir le chemin à faire ensemble. Vous avez été élu au mois de mai 2016. Ce n'est pas la première fois que vous êtes à la tête des Comores. Comment comptez-vous attirer davantage les investisseurs et permettre à l'Union des Comores de financer ces projets quand on sait que c'est la question économique qui préoccupe aujourd'hui les Comoriens? Vous avez parfaitement raison, madame. Vous savez, c'est un pays, on a vécu quand même des années difficiles, de l'instabilité politique qui faisait que, bon, tout ce qu'on entendait parler de Comores, et parmi... ces éléments-là ont fait qu'effectivement notre île-sœur s'est écartée parce qu'il a vu que dans les 3 îles, tous les 4 ans, c'était des changements. Donc, mais je pense que là, on a retrouvé le chemin, on a tourné une page de l'instabilité. Par 2 fois, on a vu une alternance d'une partie de l'opposition qui a détrôné le parti au pouvoir. Je crois quand même que c'est un acquis favorable qui, maintenant, peut convaincre nos partenaires de venir nous accompagner. Parce que nos partenaires, effectivement, ils ont besoin de la stabilité. Ils ont besoin d'un état de droit. Les gens qui ont de l'argent partout, ils sont nombreux. Ils veulent quelque part pour dépenser. Mais ils veulent qu'ils soient sûrs qu'ils auront des droits. Ils veulent qu'ils soient sûrs qu'ils auront la stabilité. Et c'est l'effort que les Comores sont en train de faire depuis bientôt 20 ans, c'est stabilité. Et j'espère qu'on va convaincre les gens. Et là, les ressources... ils sont là. Les potentialités pour le développement économique sont là. Avec la stabilité, je pense que là, on a pris le bon chemin et que Dieu nous préserve. Monsieur le Président, vous allez vous rendre au sommet Afrique-Monde arabe. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Et surtout, comment voyez-vous le renforcement de la coopération entre ces 2 ensembles? C'est une coopération que je dirais obligée. Obligée parce que nous avons un continent qui a d'énormes potentialités, mais qui... a vécu des moments très difficiles. Et vous avez aussi un monde arabe qui a beaucoup de moyens. Donc vous voyez que notre union fera en sorte qu'effectivement les moyens qu'ils amènent chez nous, ce n'est pas pour nous donner gratuitement. Au contraire, on va essayer de les positiver. On va essayer de faire en sorte que tout le monde en gagne. Comme disent nos amis chinois, gagnant-gagnant. Donc le monde arabe, nous avons une coopération avec l'Afrique qui va grandissant, c'est une très bonne chose. Et je pense que le sommet de Malabo, effectivement, sera l'occasion, concrètement, de voir, moi, qu'est-ce que je propose pour que ces pays-là, qui ont les moyens, viennent investir aux Comores pour qu'effectivement, ils en gagnent et que moi, j'en gagne. Parce que si le monde se retrouve dans une montée stable et un socio-économique meilleur, ça va de la stabilité du monde. Et ça va de la paix et de la vie que tout le monde en a besoin. Alors, l'autre grand rendez-vous pour l'Afrique, c'était la conférence sur le climat, la COP22, qui vient de se clôturer. Les engagements pris sont-ils à la hauteur des attentes du continent africain, d'après vous? Absolument. D'abord, je dois remercier et féliciter Sa Majesté le roi Mohamed VI et le peuple marocain. Ils ont pris des dispositions extraordinaires, un accueil chaleureux et fraternel, et aussi des dispositions qui ont fait que les débats se sont très bien passés. Donc, on est parti de la COP 21
à Paris, dont on a pris des décisions, mais à Marrakech, on a essayé de définir des actes, comment on va y aller. Et ce qui nous a réconforté, c'est que nos partenaires en développement, ils sont d'accord avec nous, que malgré que ils ont cette responsabilité d'avoir pollué un peu le monde, mais ils sont d'accord avec nous qu'on a intérêt à aller pour préserver ce climat, parce que ça y va de l'intérêt de tout le monde. Donc de ce côté-là, on va aller à des actes concrets. Par exemple, en Afrique, on a déterminé trois sites. Il y a le Sahel, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi un peu les États insulaires. Parce que l'Afrique est commune dans le fait qu'il subit ces changements climatiques, mais chaque région a ses spécificités. Quand vous prenez le Sahel, une région où il y a peu de pluie, et qu'il n'y a toujours pas de pluie, vous prenez les États insulaires avec le fondement de la glace et la montée des eaux, c'est quand même l'Afrique, mais chaque coin de l'Afrique a des spécificités. Et c'est de ce côté-là qu'on va essayer d'acter de façon à ce qu'à la prochaine COP, on fasse un bilan par rapport à ce qu'on a dit. Et là, très sincèrement, on est réconforté. Je crois qu'à partir de la COP 21 qu'il y a eu à Paris, et là aussi, je félicite le président Hollande, et les mesures qu'elle prises et la ratification, parce que beaucoup de pays en ont ratifié, je pense qu'on peut être optimiste, que là, on va de l'avant et que ça va donner des résultats. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde arabe se poursuit ce samedi en Guinée équatoriale. Au deuxième jour des débats, un forum économique était consacré aux opportunités d'investissement et aux échanges commerciaux entre ces deux ensembles. Il a également été question des infrastructures transfrontalières. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Ouverture du forum économique entre l'Union africaine et le monde arabe. Acteurs économiques de la Ligue arabe et de l'Union africaine se réunissent à Sipopo en Guinée équatoriale pour discuter des grands enjeux économiques. L'objectif ici est de trouver les moyens qui permettront d'accroître les flux commerciaux et d'investissement entre les deux régions grâce à la participation active du secteur privé. Nous devons contribuer à mettre en place les piliers du partenariat afro-arabe auquel aspirent les peuples de part et d'autre. L'évolution des moyens de transport entre les pays africains pour réduire les distances, le développement des secteurs vitaux, comme l'agriculture, constitue la soupape lorsqu'il s'agit de sécurité alimentaire en Afrique. Dans le monde arabe et en Afrique, ce sont des priorités absolues si l'on veut préserver notre indépendance. Le Forum économique Afrique-Monde arabe s'est focalisé sur le transport et la logistique. On veut élaborer des politiques et réglementations nécessaires à la libéralisation du secteur, mais aussi promouvoir des projets conjoints. En 1980, les Nations Unies préconisaient le partenariat Sud-Sud. Mais cette coopération jusqu'aujourd'hui n'a pas donné des effets positifs parce que les pays africains préfèrent encore coopérer avec les pays du Nord. Les Émirats arabes unis, qui ont eu l'indépendance en 1971, soit 3 ans après la Guinée équatoriale, n'ont rien à envier aux pays européens. Ce sont ces pays qui doivent être des exemples pour l'Afrique. Près de 300 participants issus des différentes institutions, parmi lesquelles l'Union africaine, la Ligue des États arabes et les chambres de commerce africaines et arabes prennent part à ce forum. La COP22 et la conférence sur le climat a pris fin ce vendredi au Maroc. Les délégués de 196 parties ont achevé les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de Paris après avoir adopté la proclamation de Marrakech, un engagement censé prendre davantage en compte les attentes des pays africains. Amira Beljabala, Jean-Pierre. Clôture de la COP22 ce 18 novembre. L'Afrique a fondé beaucoup d'espoir sur cette conférence mondiale sur le climat qui était organisée cette année en terre africaine, au Maroc. Un agenda qui prend tout son sens, l'Afrique étant le continent le moins pollueur mais qui subit pourtant de façon très lourde les conséquences du réchauffement climatique. D'après l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2015, 7 des 10 pays les plus menacés sont en Afrique. Nous, chefs d'État, de gouvernement et délégations réunis à Marrakech, sur le sol africain, appelons à l'engagement politique maximal pour lutter contre le changement climatique, priorité urgente. Cette COP22 devait permettre de trouver des manières concrètes d'adapter l'agriculture au changement climatique, puisque 60% des Africains travaillent dans ce secteur. Un texte en ce sens aurait dû être adopté à Marrakech. Le dossier a finalement été reporté. Demander à ce qu'on prenne à bras le corps la question de sauvegarde de l'agriculture en Afrique va nécessiter peut-être qu'on parle encore de nouvelles enveloppes.
c'est donc de l'argent qui va sortir. Et les pays industrialisés pensent toujours que c'est eux qui vont encore déposer de l'argent. Ça, c'est mon avis. Puis à un moment donné, il y a la réticence qui intervient. Les pays les plus développés ont réaffirmé leur objectif consistant à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici à 2020. Mais l'inquiétude persiste. Les États-Unis, qui s'étaient par exemple engagés à verser 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, n'en ont versé que 500 millions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.